Tu te crois meilleur que nous, maintenant, a hurlé mon père, avant de fracasser mon ordinateur portable à $2400 juste avant ma présentation pour l'hôtel. Les 100 points su comme toi n'ont pas leur place ici. Maman n'a rien dit. Mais moi, je ne suis pas restée silencieuse. Je serre plus fort les sacs cadeaux en remontant l'allée en béton fissuré menant à la maison de mes parents. La douce soirée de printemps porte l'odeur familière des cigarettes de mon père et des géraniums en pot de ma mère. Mon estomac se noue à chaque pas. Après 3 mois sans visite, j'ai soigneusement choisi ces cadeaux pour combler le fossé grandissant entre nous. Regardez qui s'est enfin souvenu d'où elle vient, lance mon père depuis son fauteuil usé alors que je franchis la porte. Ses yeux vont de mon pantalon repassé à mon badge d'hôtel, que j'ai oublié d'enlever. La grande directrice d'hôtel nous fait l'honneur de sa présence. Salut, papa. Je force un sourire alors que mon frère Jacques sort de la cuisine, une bière à la main. À 32 ans, il vit toujours à la maison, suivant les traces de papa à l'aciérie. Belle tenue, ricane Jacques. Ce mélange de polyester doit vraiment impressionner les riches de ton hôtel. Mes doigts se resserrent sur les poignées des sacs en papier, le papier se froissant légèrement. Je prends une grande inspiration et me rappelle pourquoi je suis là. La famille, c'est la famille, même quand leurs mots sont tranchants. J'ai apporté des choses qui pourraient vous plaire. Je pose les sacs sur la table basse alors que maman entre, s'essuyant les mains sur un torchon. Ses yeux croisent brièvement les miens avant de se détourner. Papa, c'est un nouveau manteau de travail isotherme pour tes quarts de nuit. Les avis disent qu'il tient chaud, même par temps glacial. Je lui tends le paquet, le regardant le déballer avec ses doigts calleux. Un instant, je vois une lueur d'appréciation dans ses yeux avant qu'elle ne se durcisse en autre chose. Maman, je t'ai pris cet ensemble de cuissons en céramique dont tu as parlé à Thanksgiving dernier. Je lui passe un sac plus lourd, qu'elle accepte avec un sourire hésitant. Pour Jacques, j'ai choisi une montre similaire à celle qu'il avait admirée à mon poignet il y a des mois. Alors qu'il ouvre la boîte, ses sourcils se lèvent légèrement. Mon père s'éclaircit la gorge. L'argent de l'hôtel te donne l'impression d'être assez riche pour acheter tout ça? Sa voix a ce ton familier qui me retourne l'estomac. C'est pour ça que tu n'appelles plus? Trop occupé à compter tes dollars? La chaleur m'envahit le visage. Mon cœur bat contre mes côtes comme s'il essayait de s'échapper. Même après toutes ces années, ces mots font toujours mouche. En fait, dis-je, essayant de sauver la soirée, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai été promue directrice principale la semaine dernière. Je lisse mon pantalon, une habitude nerveuse d'enfance. C'est une promotion importante. Le silence qui suit me rappelle la première fois que j'ai parlé d'aller à l'université. Papa avait jeté son assiette dans l'évier, la brisant. Les vrais travailleurs utilisent leurs mains, pas des mots savants, avait-il déclaré. En revanche, ma tante Annie avait largement souri quand je lui avais montré ma lettre d'acceptation, me glissant un chèque dans la paume. L'éducation n'est jamais perdue, avait-elle chuchoté, ses yeux brillants de fierté. J'étudie maintenant le visage de mon père, notant comment sa mâchoire se crispe à ma nouvelle. Pourquoi chaque réussite ressemble-t-elle à une trahison dans cette maison? Le schéma est si familier qu'il semble presque chorégraphié. Mon succès déclenche leur hostilité. Pourtant, une partie tenace de moi désire toujours leur approbation. Je pensais que voir ce que cette promotion implique pourrait vous aider à comprendre pourquoi c'est important pour moi, dis-je en attrapant mon sac d'ordinateur. L'ordinateur à l'intérieur est tout neuf, acheté avec ma première avance de salaire. Encore 6 mensualités à payer. J'ai élaboré la proposition de rénovation qui a convaincu la direction d'investir dans notre établissement. J'ouvre l'élégant ordinateur portable argenté sur la table basse, en faisant attention aux auréoles sur le bois. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est important pour moi, dis-je en tapant mon mot de passe. Cette présentation est ce que je vais montrer aux investisseurs potentiels demain. Papa renifle. Cet ordinateur sophistiqué ne t'aidera pas quand cet hôtel fera faillite. Les villes touristiques finissent toujours par se tarir. Mes doigts s'arrêtent sur le clavier. Il ne s'agit pas seulement d'exhiber une réussite. Cette présentation représente des semaines de nuits blanches et de recherche. Mon premier grand projet en tant que directrice principale dépend de cet ordinateur portable. Maman se tient silencieusement près de la porte, son nouvel ensemble de cuissons serré contre sa poitrine, les yeux fixés sur le sol. Elle n'a pas croisé mon regard une seule fois depuis mon arrivée. Jacques se penche en avant, posant sa montre déballée sur la table. Tu essaies toujours de prouver que tu es meilleur que nous?
Pathétique. Le mot flotte dans l'air entre nous, 3 contre 1 sur leur territoire, avec mon avenir professionnel en équilibre sur mes genoux. Je déjeune avec tante Annie demain pour fêter ça, dis-je, la voix plus assurée que je ne le sens. Elle est ravie de ma promotion. Le visage de papa s'assombrit à la mention du nom de sa sœur. Ma sœur a toujours encouragé tes folies, t'as rempli la tête d'idées sur le fait d'être quelque chose que tu n'es pas, tante Annie a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, réponds-je, fermant soigneusement mon ordinateur portable et le glissant dans sa housse de protection. Un petit acte d'autoprotection. Elle m'a prêté de l'argent pour mon premier semestre quand tu as refusé. Et regarde où ça t'a mené, marmonne papa, à travailler pour des gens qui te licencieraient demain si ça leur faisait économiser $1. Je me lève, lissant à nouveau mon pantalon. Je devrais y aller, j'ai une présentation à préparer. En rassemblant mes affaires, je croise le regard de maman un bref instant. Quelque chose comme du regret passe sur son visage avant qu'elle ne détourne à nouveau les yeux. Jacques examine sa nouvelle montre avec une indifférence feinte, tandis que papa fixe la télévision comme si j'étais déjà parti. En retournant à ma voiture, une pensée se forme avec une clarté surprenante. Peut-être qu'ils ne verront jamais ma valeur, mais d'autres la voient. Le directeur de l'hôtel qui a soutenu ma promotion. Mon équipe qui reste tard pour aider sur les projets. Tante Annie qui n'a jamais douté de moi. Pour la première fois, je me demande si cela ne pourrait pas suffire. Je serre mon ordinateur portable contre ma poitrine, me levant des coussins affaissés du canapé. La présentation sur laquelle j'ai passé des semaines à perfectionner est bien à l'abri dans cet étui argenté, mon avenir en équilibre dans mes mains. Je devrais y aller, dis-je, forçant une légèreté dans ma voix. Grosse journée demain. Les yeux de papa me suivent alors que je me dirige vers la porte, sa mâchoire se crispant sous une peau mal rasée. Quelque chose dans son expression change, un durcissement que j'ai déjà vu, mais jamais pleinement enregistré. Il pose sa bière sur la table basse avec un soin délibéré. Attends, sa voix me glace sur place. Tu crois que tu peux débarquer ici après 3 mois, déposer quelques cadeaux de culpabilité et repartir? Mes doigts se resserrent sur l'ordinateur portable. Je n'essaie pas de. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous. Papa se lève de son fauteuil, sa carrure bloquant le chemin vers la porte, avec ton travail d'hôtel chic et tes vêtements repassés. Jacques ricane dans un coin. Ces riches lui font croire qu'elle est des leurs. Je jette un regard à maman, espérant une alliée, mais elle étudie le motif de la boîte de son nouvel ensemble de cuisson, ses doigts traçant les bords. L'air dans le salon s'épaissit, pressant contre mes poumons. Papa, s'il te plaît. Je dois me préparer pour demain. Des gens comptent sur moi. Son rire est rauque et soudain. Des gens comptent sur moi aussi. À l'usine, à faire du vrai travail. Avant que je puisse répondre, il se jette en avant. Ses mains calleuses s'enroulent autour de mon ordinateur portable, me l'arrachant des mains avec une force surprenante. Papa, qu'est-ce que tu fais? Son visage se tord d'une colère qui semble avoir attendu des années ce moment. Tu dois connaître ta place. Le vrai travail, c'est à l'usine. Le monde ralentit alors qu'il lève l'ordinateur portable au-dessus de sa tête. Mon corps se fige, incapable de traiter ce que je vois. Avec un grognement, il le fracasse sur le sol. Le craquement résonne dans la pièce, le cadre en métal se pliant, l'écran se brisant en une toile de fracture. La charnière se détache, des éclats de plastique glissant sur le tapis usé. Je tombe à genoux à côté de l'ordinateur en ruine. Ma présentation. Ma promotion. Mon avenir. Maintenant, tu vas apprendre ce que c'est que le vrai travail, dit Jacques, sans se donner la peine de cacher sa satisfaction. Un souvenir refait surface, vif et soudainement clair. Papa, déchirant ma demande d'inscription à l'université en 2 quand j'avais 17 ans. Mes manuels mystérieusement trempés dans la baignoire la veille de mon partiel du samedi. Ma lettre d'acceptation accidentellement jetée dans la cheminée. Ce n'était pas la première fois. C'était simplement la première fois que je ne pouvais plus nier le schéma. Comment as-tu pu? Ma voix sort stable, me surprenant moi-même. Toute ma présentation est dessus. L'hôtel compte sur moi pour la livrer demain. Papa me domine, impassible. Les hôtels vont et viennent. La famille, c'est pour toujours. Je fixe mon ordinateur portable brisé, quelque chose change en moi. Chaque réussite de ma vie avait été accueillie par des accidents et du sabotage. Chaque pas en avant contré par leur tentative de me tirer en arrière.
Les mains tremblantes, je sors mon téléphone et prends plusieurs photos de l'ordinateur portable détruit. Papa fronce les sourcils, la confusion traversant son visage alors que je documente les dégâts sous plusieurs angles. Qu'est-ce que tu fais? Je ne réponds pas. Au lieu de cela, je cherche dans mon sac à main et sors le reçu des 6 paiements encore en attente pour l'ordinateur portable. Je le photographie aussi, puis le remets soigneusement dans mon portefeuille. Kazé, la voix de papa s'adoucit, prenant le ton raisonnable qu'il utilise pour parler aux voisins. J'essaie de te sauver de la déception. Ce monde de l'hôtellerie n'est pas pour des gens comme nous. Que veux-tu dire par des gens comme nous, je demande, rassemblant les plus gros morceaux de plastique et de métal brisés. Jacques s'avance, sa bière toujours à la main. Papa dit qu'ils font venir des machines à l'usine. On pourrait tout perdre. L'aveu flotte dans l'air entre nous. La peur, et non la méchanceté, traverse le visage de mon père. Si tu échoues aussi, au moins on restera tous ensemble, dit papa, sa voix rauque d'une émotion que j'entends rarement. La famille reste soudée. Je le regarde vraiment pour peut-être la première fois. Les rides plus profondes autour de ses yeux, le léger tremblement dans ses mains qui ont travaillé l'acier pendant 30 ans, la terreur de l'obsolescence. Ce ne sont pas des méchants de dessins animés. Ce sont des gens effrayés qui font des choix terribles. Ton père veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Maman parle enfin, sa voix faible mais certaine, sa loyauté jamais défaillante, même maintenant. Je finis de ramasser les morceaux de mon ordinateur, les plaçant soigneusement dans mon sac. Chaque fragment brisé représente des années de leur campagne silencieuse contre mon indépendance. J'ai toujours espéré que nous pourrions être une vraie famille, dis-je, me levant avec toute la dignité que je peux rassembler, mais je suppose que je me suis trompé. L'expression de papa vacille. Kazé, ne sois pas dramatique, ce n'est qu'un ordinateur. Je me tourne vers la porte, le sac d'ordinateur serré contre ma poitrine. Il ne s'agit pas de l'ordinateur, il s'agit de respect, quelque chose que je n'ai jamais eu dans cette maison. Au lieu de conduire jusqu'à mon appartement, je me retrouve à naviguer dans les rues familières menant au quartier de Tante Annie. La lumière de son Porsche brille chaleureusement dans l'obscurité du soir alors que je me gare dans son allée. Avant que je puisse frapper, la porte s'ouvre. Annie jette un coup d'œil à mon visage et au sac dans mes bras. « Oh, ma chérie, que s'est-il passé ?» demande-t-elle, me tirant dans une étreinte qui sent la cannelle et la stabilité. À l'intérieur de sa cuisine, j'étale les morceaux brisés sur sa table. Annie écoute sans m'interrompre pendant que j'explique ce qui s'est passé. Quand j'ai fini, elle disparaît dans sa chambre d'amis et revient avec un vieil ordinateur portable. Il n'est pas sophistiqué, mais il fonctionne, dit-elle en le plaçant à côté des ruines du mien. Ils peuvent casser des choses, mais ils ne peuvent pas te briser. Je passe mon doigt sur une fissure de l'écran de mon ordinateur détruit. Il ne s'agit pas d'un ordinateur, il s'agit de respect. Annie hoche la tête, ses yeux féroces de compréhension. Alors nous ferions mieux de nous assurer que tu réussisses cette présentation demain. Pour la première fois depuis que je suis entré chez mes parents, je sens mes épaules se détendre. Je ne les laisserai pas me prendre cette opportunité. Non, acquiesce Annie en me serrant la main. Nous ne les laisserons pas, je fais les 100 pas sur le tapis fleuri du salon de Tante Annie, mon téléphone serré contre mon oreille. L'horloge sur sa cheminée indique 2h13, mais le sommeil est la dernière de mes préoccupations. Oui, je comprends que vous êtes fermé, dis-je au service d'assistance informatique de l'hôtel, en gardant ma voix stable malgré la panique qui menace de monter. Je dois juste confirmer si ma présentation s'est auto-enregistrée avant que mon ordinateur portable ne soit endommagé. Annie apparaît dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un peignoir délavé, ses cheveux parsemés de mèches argentées détachées autour de ses épaules. Elle porte 2 tasses de thé fumante, l'inquiétude creusant des rides plus profondes autour de ses yeux. Bonne nouvelle, lui dis-je après avoir raccroché. Tout est sauvegardé sur le disque de l'entreprise. Je peux y accéder depuis n'importe quel ordinateur. Annie pose le thé avec un léger cliquetis. Fille intelligente. Toujours préparée. J'ai appris ma leçon après ce qui est arrivé à ma candidature pour l'université, dis-je, me souvenant comment ma lettre d'acceptation avait mystérieusement disparu de la pile de courrier il y a des années. Je sauvegarde toujours mon travail important maintenant. Annie s'enfonce dans son fauteuil, les ressorts craquant doucement sous elle. Ton père m'a fait des choses similaires quand nous étions jeunes, tu sais? Il a cassé mon appareil photo la semaine avant mon entretien pour une bourse de photographie. Mon estomac se noue.
Tu ne me l'as jamais dit. Certaines histoires de famille sont plus difficiles à partager que d'autres. Elle sirote son thé. As-tu remarqué que ces accidents se produisent toujours juste avant tes grandes opportunités? La prise de conscience me frappe comme une pierre. Chaque étape majeure, acceptation à l'université, signature du premier bail d'appartement, entretien de promotion, toutes précédées de mésaventures mystérieuses ou d'urgences nécessitant mon attention et mes ressources immédiates. Comment n'ai-je pas vu ça avant? Ma voix semble creuse même à mes propres oreilles. Annie ouvre un tiroir de la table d'appoint et en sort un petit carnet. Ta mère me l'a donné à Noël dernier. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi en faire. Je feuillette les pages de l'écriture soignée de ma mère, date, titre de poste, chiffre de salaire, un enregistrement complet de mes étapes de carrière, soigneusement tenu en secret. Elle a tout suivi, je chuchote. Je pense qu'une partie d'elle est fière, dit Annie. Elle ne peut simplement pas le montrer. Le poids de cette révélation s'installe sur moi, mais à côté, une étrange sensation de clarté. Ils peuvent casser mes biens, mais ils ne peuvent pas effacer mes réussites ou mes connaissances. Voyons ce que nous pouvons sauver, dit Annie en disparaissant dans sa chambre d'amis. Elle revient avec un vieil ordinateur portable, encombrant et usé mais fonctionnel. Ils peuvent casser des choses, mais ils ne peuvent pas casser ton esprit. J'allume l'ordinateur, son ventilateur vrombissant bruyamment dans la maison silencieuse. L'écran s'illumine en bleu, éclairant le visage déterminé d'Annie. Je ne vais pas seulement livrer cette présentation, dis-je, mes doigts volant déjà sur le clavier inconnu. Je vais la rendre mémorable. Annie me serre l'épaule. C'est ma fille. Nous travaillons toute la nuit, récupérant des fichiers et reconstruisant des diapositives. Au matin, mes yeux brûlent de fatigue, mais la présentation est meilleure que l'original, plus concise, plus ciblée, avec une narration qui transforme les obstacles en opportunités. Juste avant 7 heures, j'enregistre la version finale et ferme les yeux pour 20 précieuses minutes de repos. La salle de conférence semble caverneuse alors que j'y entre, serrant le vieil ordinateur portable d'Annie. 6 membres du conseil d'administration en costume sur mesure lèvent les yeux de leur téléphone et tablette, les sourcils se haussant devant la machine obsolète entre mes mains. Kazay, commence le directeur de l'hôtel. Tout va bien avec votre équipement? Au lieu de m'excuser ou de trouver des excuses, je pose fermement l'ordinateur portable sur la table et croise son regard. Parfois, des obstacles apparaissent juste avant les opportunités, dis-je, la voix claire et confiante. La façon dont nous les gérons nous définit. Je connecte l'ordinateur portable au projecteur avec des câbles qu'Annie a trouvés dans son grenier. La première diapositive apparaît, nette et professionnelle malgré son humble origine. Notre hôtel se trouve à un carrefour similaire, je continue, passant en douceur à ma présentation. Nous pouvons voir les contraintes budgétaires comme des limitations ou comme des invitations à l'innovation. L'ambiance dans la salle change. Je le sens, l'attention s'aiguise, le scepticisme laissant place à la curiosité. Pendant les 20 minutes suivantes, je les guide à travers des propositions de rénovation qui mettent l'accent sur le caractère plutôt que sur le coût, sur l'unicité plutôt que sur l'uniformité. Le vieil ordinateur portable ronronne régulièrement, un rappel de la résilience. Quand j'ai fini, le directeur ferme son portfolio d'un coup sec. J'étais hésitant à augmenter les budgets des départements, dit-il. Plus maintenant. Kazay, votre équipe obtient la première allocation. Mon téléphone vibre à plusieurs reprises dans ma poche, des textos de mes parents demandant l'argent de leur facture mensuelle, maintenant en retard de 3 jours. Je le mets en silencieux sans regarder et j'accepte les félicitations qui fusent de toute la table. Alors que les membres du conseil sortent, Regina de la comptabilité s'arrête à côté de moi. Je ne sais pas comment tu es resté si calme avec ce vieil ordinateur portable. J'aurais été une épave nerveuse. Je souris, un vrai sourire qui atteint mes yeux. Ce n'est qu'un outil. Ce sont les idées qui comptent. Dans le hall, je trouve le personnel de l'hôtel rassemblé en petits groupes, la nouvelle du succès de ma présentation s'étant déjà répandue. Le responsable de la réception me fait un pouce levé. Le superviseur de la maintenance, qui parle rarement à qui que ce soit, hoche la tête respectueusement à mon passage. Le directeur me rattrape près des ascenseurs. C'était un travail impressionnant, Kazay, surtout dans ces circonstances. Il hésite. Une des femmes de chambre a mentionné avoir vu votre famille sur le parking hier. Est-ce que tout va bien? C'est compliqué, j'admets. Il m'étudie un instant. Nous apprécions vos contributions ici.
Si vous avez besoin d'une avance sur votre prime pour un nouvel ordinateur, il suffit de le dire. Nous investissons dans les gens qui investissent en eux-mêmes. Avant que je puisse répondre, j'aperçois tante Annie qui attend près de l'entrée principale, tenant un petit bouquet de marguerites jaunes. Je savais que tu les mettrais KO, dit-elle en m'embrassant chaleureusement. En regardant par-dessus son épaule, je vois mes collègues qui regardent avec approbation. Ces gens, ma famille professionnelle, apprécient ce que j'apporte. Ils me voient. Tu devrais rester avec moi jusqu'à ce que les choses se calment, dit Annie alors que nous nous dirigeons vers sa voiture. Ma maison a toujours été ta maison. Le soleil réchauffe mon visage alors que nous traversons le parking. Pour la première fois depuis des jours, je me sens légère, déchargée. La question qui me hante depuis la nuit où mon ordinateur portable a été brisé semble moins urgente maintenant. Dois-je couper les ponts complètement ou leur donner une autre chance de comprendre ce qu'ils ont fait? Je n'ai pas besoin de décider aujourd'hui. Avec Annie à mes côtés et un lieu de travail qui apprécie ma valeur, j'ai le temps de réfléchir soigneusement à mes prochaines étapes. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que je ne suis pas seul dans cette bataille. Alors que nous nous éloignons de l'hôtel, je me tourne vers Annie. Merci d'avoir cru en moi. Elle sourit, les yeux sur la route. Je l'ai toujours fait, et je le ferai toujours. 3 jours après le succès de ma présentation, je suis assise à la table de la salle à manger de tante Annie, entourée de papiers, de reçus et de mon ordinateur portable emprunté. L'éclat de la victoire s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus clinique. J'ai troqué les réactions émotionnelles contre une planification méthodique. Je ne peux pas prendre de décision basée sur des sentiments blessés, dis-je à Annie alors qu'elle pose une tasse de café à côté de ma pile de documents grandissante. Il faut que ce soit basé sur des faits. La table est devenue mon centre de commandement. Des feuilles de calcul suivent chaque facture que j'ai payée pour mes parents au fil des ans. Électricité, eau, Internet. Chaque paiement méticuleusement classé et daté. Mes doigts tapotent pensivement la surface en bois alors que je passe en revue les chiffres. Lesquels de ces liens valent vraiment la peine d'être préservés, je murmure, créant une autre colonne dans ma feuille de calcul. Certains liens familiaux méritent d'être protégés. D'autres nécessitent d'être rompus. La distinction exige une pensée claire, pas du sentimentalisme. Annie se penche par-dessus mon épaule, ses lunettes de lecture perchées sur son nez. Ton père a fait la même chose à ta mère quand elle voulait faire des études d'infirmière, dit-elle doucement. Il a déchiré sa demande la nuit avant la date limite. J'ajoute cette information à mes notes, sentant une torsion familière dans mon estomac. Il ne s'agit pas de punition, lui dis-je en redressant les épaules. Il s'agit de protection. Je consulte les annonces d'appartements près de l'hôtel. La demande de location pour un immeuble sécurisé est à moitié remplie sur mon écran. J'ai besoin de mon propre sanctuaire, j'explique quand Annie lève un sourcil. Un endroit où ils n'ont pas accès. C'est une restructuration d'entreprise, pas une crise familiale. Chaque connexion nécessite une évaluation. Enchevêtrement financier, contact d'urgence, paiements automatiques. Ma formation hôtelière me sert bien. La gestion de crise nécessite une pensée systématique. Annie me regarde documenter des années de soutien financier. Tu paies leurs factures depuis ton premier poste de direction, observe-t-elle en montrant la feuille de calcul. 3 ans de charge. Plus les courses et l'assurance auto de Jacques, j'ajoute en faisant défiler les relevés bancaires. Les preuves s'accumulent, rangée après rangée organisée. Je dois comprendre exactement à quoi j'ai contribué pour prendre des décisions éclairées sur ce qui doit cesser. Je crée un dossier séparé pour les communications avec les RH. Mes dépôts de paie doivent être redirigés. Les contacts d'urgence nécessitent une mise à jour, pas une confrontation. Préparation. Quand Annie mentionne le schéma de sabotage de mon père remontant à des décennies, je le note aussi. Le contexte historique est important pour établir des limites. Et tes rapports de crédit, demande Annie, apportant plus de café. J'ai déjà contacté les services de surveillance, je réponds en lui montrant l'email de confirmation. Et j'ai commencé à faire des recherches sur les systèmes de sécurité pour appartements. Mon attention se concentre sur cet unique objectif. L'indépendance totale, pas la vengeance. La protection. La feuille de calcul calculant mes contributions financières totales au foyer de mes parents devient de plus en plus détaillée. 3 ans de soutien quantifié en dollars et en centimes. Annie me serre l'épaule. Tu as toujours été la responsable.
Il est temps qu'ils apprennent ce que cela signifie. Le téléphone sonne, interrompant notre session de stratégie. Annie répond, son expression se durcissant en écoutant. Tu ferais mieux de venir voir ça, dit-elle en me tendant le combiné. 10 minutes plus tard, je me tiens à la fenêtre de mon bureau, surplombant le hall de l'hôtel. Mes parents se disputent avec la réceptionniste, leur voix s'élevant. Papa frappe du poing sur le comptoir tandis que maman serre son sac à main, scrutant la zone à ma recherche. Il te cherche, dit ma directrice en apparaissant à mes côtés. Quelque chose à propos de paiement de factures manquants. Mon estomac se serre. C'est un nouveau niveau de menace, ils ont amené leur manipulation sur mon lieu de travail. Leur volonté de mettre en péril ma réputation professionnelle montre qu'ils restent des adversaires redoutables. La sécurité s'approche d'eux avec un professionnalisme calme. Je regarde le visage de mon père rougir, son doigt pointant vers les ascenseurs qui mènent au bureau de la direction. Les larmes de maman semblent calculées à cette distance, parfaitement synchronisées pour attirer la sympathie du public grandissant de clients. Devrions-nous appeler la police, demande la directrice, l'inquiétude évidente dans sa voix. Non, je réponds en redressant ma veste. La sécurité peut s'en occuper. J'ai déjà eu affaire à des clients difficiles. Mais ce ne sont pas des clients. Ce sont les personnes qui m'ont élevé, maintenant escortées hors du bâtiment qui représentent tout ce que j'ai construit pour moi-même. Je les regarde jusqu'à ce qu'ils disparaissent à travers les portes vitrées, les gestes de colère de mon père visibles jusqu'à ce qu'il atteigne leur voiture. La tension dans mes épaules demeure, mais quelque chose d'autre grandit en force. Ils ne peuvent pas me prendre ça non plus, dis-je en retournant à mon bureau où une autre annonce d'appartement attend mon examen. La stratégie se poursuit, la préparation s'approfondit, et ma détermination se durcit à chaque étape calculée. La clé de l'appartement est lourde dans ma paume alors que je déverrouille la porte de mon nouvel endroit. 3 semaines après l'incident de l'ordinateur portable, j'ai trouvé un appartement au 2e étage avec un bureau de sécurité en bas. Le bâtiment nécessite un accès par badge après les heures de bureau, une caractéristique que j'ai spécifiquement recherchée. C'est la dernière boîte, dit Annie, posant un contenant étiqueté « Cuisine » sur le comptoir. Ses cheveux parsemés de mèches argentées captent la lumière du soleil de fin d'après-midi qui filtre à travers des fenêtres que j'ai déjà recouvertes d'un film d'intimité. Tu voyages léger pour quelqu'un qui est resté si longtemps au même endroit. Je n'ai apporté que ce qui compte, je réponds en observant le salon clairsemé. Un canapé d'occasion, une table basse et mon nouvel ordinateur portable sur un petit bureau constituent l'intégralité de mon mobilier. Ce qui manque en dit long, pas de photos de famille, pas de souvenirs hérités, pas de décoration de Noël faite à la main à l'école primaire. J'ouvre mon carnet où j'ai méthodiquement suivi chaque étape de ma stratégie d'indépendance. Chaque tâche accomplie reçoit une coche ferme, compte bancaire transféré, paiements automatiques au foyer de mes parents annulés, courrier réexpédié, numéro de téléphone changé, paramètres de confidentialité des réseaux sociaux renforcés. La liste s'étend sur 3 pages. Annie me regarde ajouter une autre coche. Tu traites ça comme un de tes projets de rénovation d'hôtel. C'est essentiellement la même chose. Évaluer les dégâts, créer un plan réaliste et reconstruire plus fort. Je ferme le carnet. Il ne s'agit pas de brûler les ponts. Il s'agit de construire des limites qu'ils ne peuvent pas franchir sans ma permission. Plus tard dans la soirée, je suis assise en tailleur sur le sol, déballant des livres, quand mon nouveau téléphone vibre avec une notification. Mon estomac se noue, vieille habitude, mais c'est juste une confirmation par email de l'activation de mon service de surveillance de crédit. L'incident de l'ordinateur portable m'a appris une leçon cruciale, tout protéger. Après avoir rangé le dernier livre, j'ouvre mon ordinateur portable pour consulter mon emploi du temps de demain. L'écran reflète mon visage, calme et concentré. Il y a 3 mois, j'aurais surveillé mon téléphone pour des textos de la maison, me demandant si je devais appeler pour prendre des nouvelles de maman. Maintenant, cette compulsion s'est estompée comme un vieux bleu. Annie apparaît dans l'encadrement de la porte avec 2 tasses de thé. As-tu pensé à ce que tu diras quand ils réaliseront enfin que tu as arrêté de payer leurs factures? La question s'installe entre nous. J'ai répété cette conversation une 12aine de fois avec Annie, répétant des réponses calmes aux accusations inévitables. Je leur dirai la vérité, que je ne peux pas soutenir financièrement des gens qui sabotent délibérément ma carrière, dis-je en acceptant la tasse fumante. Ensuite, je mettrai fin à la conversation s'ils ne peuvent pas respecter cela. Tu fais paraître ça si simple. Annie s'assoit à côté de moi sur le sol, ses genoux craquant doucement. Pas simple.
Nécessaire. Je souffle sur la surface de mon thé. Nous savons toutes les deux que ce n'était jamais juste une histoire d'ordinateur portable. Le lendemain matin, je sors de la douche pour trouver mon téléphone vibrant contre le comptoir de la salle de bain. Le nom de ma mère apparaît sur l'écran, le premier contact en 3 semaines. Je réponds à la 4e sonnerie. Kazay. La voix de Monica vacille. La compagnie d'électricité a appelé. Ils ont dit que tu avais annulé les paiements automatiques. Notre électricité sera coupée demain si nous ne payons pas. Ces mots sortent entre 2 reniflements. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous fais-tu ça? Ma réponse répétée s'évapore alors que quelque chose dans son ton me prend au dépourvu. Pas de la colère, mais une confusion sincère, comme si mes actions étaient complètement non provoquées. Maman, après ce qui s'est passé avec mon ordinateur portable et ma présentation, ton père a été si bouleversé, interrompt-elle. Il a dit à tout le monde que tu nous avais abandonnés. Ta cousine Vicky a appelé pour demander ce qu'elle pouvait faire pour aider. Toute la famille pense que tu nous as tourné le dos. La révélation me frappe comme de l'eau froide. Ils réécrivent l'histoire, me faisant passer pour la méchante dans une histoire où j'étais la victime. Mon père n'essaie pas seulement de me contrôler, il s'efforce de contrôler la façon dont toute notre famille élargie me voit. Je m'agrippe au bord du lavabo, me stabilisant. Ce n'est pas ce qui s'est passé, maman. Il dit que tu te soucies plus de ton travail chic que de ta famille en difficulté, continue-t-elle. Que nous avons tout sacrifié pour ton éducation, et maintenant tu n'aides pas alors que l'usine ferme. La stratégie se dessine avec une clarté brutale. Mon plan d'indépendance abordait les limites financières et physiques, mais je n'ai jamais envisagé qu'ils attaqueraient ma réputation au sein de la famille. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à leur contrôle, il s'agit de préserver la vérité. Après avoir mis fin à l'appel, j'ouvre mon ordinateur portable et commence à taper un email adressé à ma famille élargie. La ligne d'objet indique ce qui s'est réellement passé. Annie me trouve encore en train d'écrire 1 heure plus tard, documentant des années de sabotage avec des dates, des événements et des conséquences. Je pensais que je devais juste me protéger, lui dis-je, les yeux fixés sur l'écran. Mais il retourne tout le monde contre moi. Je dois aussi protéger la vérité. Annie lit par-dessus mon épaule, sa main reposant légèrement sur mon dos. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour être juste. Parfois, la partie la plus difficile n'est pas de se défendre, c'est de s'opposer aux histoires que les autres racontent sur vous. Je sauvegarde le brouillon, sachant que demain, je le relirai une dernière fois avant de l'envoyer. L'appartement semble plus calme que jamais alors que la nuit tombe, mais ma détermination n'a jamais été aussi forte. Il est temps, dis-je à Annie alors qu'elle se prépare à partir. J'ai changé mes comptes, sécurisé ma maison, tout documenté. Je suis prête à les affronter selon mes conditions, pas les leurs. Annie me serre fort dans ses bras. Alors c'est ce que tu feras. En fermant la porte derrière elle, je réalise que j'ai construit plus qu'une simple forteresse physique. J'en ai construit une émotionnelle aussi, non pas pour m'y cacher, mais pour m'y tenir alors que je me bats pour ma vérité. 3 jours plus tard, au travail, je les repère dès que les portes du hall s'ouvrent. Les mains burinées de mon père serrent son meilleur chapeau, celui réservé aux funérailles et aux demandes de prêt. Ma mère se tient à ses côtés dans sa robe d'église, la bleu pâle avec un col blanc qui la fait paraître plus petite que son 1,62 m. Jacques plane derrière eux, mal à l'aise dans une chemise à boutons que je n'ai jamais vue auparavant. Mon estomac se serre. 3 jours de préparation stratégique s'évaporent en un instant. La voilà, annonce mon père, sa voix résonnant sur le sol en marbre. Plusieurs clients se retournent. Mon collègue Marcus lève un sourcil derrière le bureau des réservations. Notre fille directrice d'hôtel. Les mots sonnent faux venant de lui, fier au lieu de moqueur. Je me fige entre les palmiers en pot qui flanquent notre réception, momentanément piégé entre mon monde professionnel et la force d'invasion familiale. Kazay, ma chérie, dit ma mère en s'avançant les bras ouverts. Nous avons essayé de te joindre. Je parviens à garder mon visage neutre, malgré les sirènes d'alarme qui hurlent dans ma tête. Ce n'est pas une tentative de réconciliation. C'est une embuscade. Je suis en plein service, dis-je, la voix stable. Aviez-vous besoin de quelque chose d'urgent? Mon père passe son bras autour des épaules de ma mère, présentant un front uni. Est-ce une façon de saluer tes parents? Nous voulions juste t'inviter à dîner pour Thanksgiving. Toute la famille vient, oncle Jim, tante Denise, même tes cousins de Buffalo.
Le piège devient clair. Si je refuse devant mes collègues, j'aurai l'air froid et sans cœur. Si j'accepte, j'ai renoncé aux limites qu'il a fallu des jours pour établir. Monsieur Miller? Mon cœur s'arrête presque alors que Daniel Peterson, le directeur de l'hôtel, s'approche la main tendue. Je vous reconnais sur les photos dans le bureau de Casey. Ravi de vous rencontrer enfin. Mon père se transforme, les épaules s'élargissant alors qu'il prend la main de Daniel. Le plaisir est pour moi. Je voulais juste voir où ma fille fait des merveilles. Je regarde avec horreur mes mondes soigneusement séparés entrer en collision. Daniel rayonne, complètement inconscient de la guerre psychologique qui se déroule dans son hall. Casey a joué un rôle déterminant dans notre récent projet de rénovation, dit Daniel. Le conseil d'administration a été extrêmement impressionné par sa présentation. C'est notre fille, intervient ma mère, des larmes se formant au coin de ses yeux. Toujours la plus intelligente de la famille. Jacques s'avance, complétant leur formation. Nous sommes vraiment fiers d'elle, ajoute-t-il, avec assez de sincérité pour convaincre quiconque ne sait pas mieux. Daniel se tourne vers moi, une chaleur sincère dans son expression. Vous n'avez jamais mentionné que votre famille passait aujourd'hui. C'était censé être une surprise, dit mon père avant que je puisse répondre. Ses yeux croisent les miens, provocateurs. L'aciérie ferme. Nous avons besoin de toi maintenant plus que jamais. Ma mère tamponne ses yeux avec un mouchoir. Les factures médicales se sont accumulées, et avec les charges. Sa voix se brise parfaitement. Daniel se déplace, mal à l'aise. Marcus et Elisa à la réception échangent des regards. Deux clients s'attardent près du présentoir à brochures, écoutant ouvertement. Mon père baisse la voix pour un effet dramatique maximal. Nous pensions que Thanksgiving serait une bonne occasion de parler de tout. Tout le monde se demande pourquoi tu n'as pas répondu à nos appels. Le poids de la perception publique s'abat sur mes épaules. Je peux sentir le jugement se former dans la petite foule de spectateurs. La fille dévouée abandonnant sa famille en difficulté. Je prends une grande inspiration, mon esprit parcourant les options. C'est exactement le scénario pour lequel Annie et moi nous étions préparés, mais je ne m'y attendais pas si tôt. Chaque instinct me crie de battre en retraite, mais cela ne ferait que céder mon territoire professionnel. Pourquoi ne continuerions-nous pas cette conversation dans un endroit plus privé? Je fais un geste vers la petite salle de conférence près du hall principal. Mon bureau est en cours de peinture aujourd'hui. Le soulagement scintille sur le visage de Daniel alors qu'il hoche la tête en signe d'encouragement. Mon père hésite, préférant clairement la scène publique, mais ma mère lui touche le bras. Ça semble charmant, ma chérie. Alors que nous traversons le hall, je surprends Jacques chuchotant à mon père. Leur coordination stratégique me donne la chair de poule. Ce n'est pas une visite spontanée, c'est une opération calculée conçue pour défaire tout ce que j'ai construit. Casey, une voix familière appelle de l'entrée. Tante Annie franchit les portes coulissantes, agitant un sac en papier. Tu as encore oublié ton déjeuner. Je jure que tu oublierais ta tête si elle n'était pas attachée. Notre signal préarrangé. L'apparition d'Annie avec le déjeuner oublié signifie qu'elle a repéré la voiture de ma famille sur le parking. La cavalerie est arrivée. La mâchoire de mon père se crispe à la vue de sa sœur. Annie croise mon regard, son bref hochement de tête confirmant qu'elle comprend la situation. Annie, dit ma mère avec raideur. Quelle surprise. Monica, le sourire d'Annie reste agréable alors qu'elle me tend le sac. Charles, Jacques, tout le clan Miller enviré en ville. Daniel observe cet échange avec une conscience croissante. Son regard va de la posture rigide de mon père à la position protectrice d'Annie à mes côtés. Monsieur Peterson, dis-je doucement en sortant mon téléphone de ma poche. Pourrais-je vous montrer quelque chose rapidement avant d'entrer dans la salle de conférence? Pendant que ma famille échange des amabilités tendues avec Annie, je montre les photos de mon ordinateur portable brisé. Voilà à quoi j'ai affaire, je chuchote en faisant défiler les images. C'est pourquoi j'ai dû emprunter du matériel pour la présentation. L'expression de Daniel passe de la confusion à la compréhension, puis à une colère contrôlée. Il étudie les photos, puis regarde mon père avec de nouveaux yeux. Je vois, dit-il simplement, mais son ton a complètement changé. Nous atteignons la porte de la salle de conférence. À l'intérieur attend le moment que je prépare depuis la nuit où mon ordinateur portable s'est brisé sur le sol du salon de mes parents. Après vous. Je tiens la porte pendant que ma famille entre.
Annie se positionne près de l'entrée. Une gardienne silencieuse. Daniel suit, maintenant un témoin informé plutôt qu'un pion involontaire dans le jeu de ma famille. Je redresse les épaules et prends une profonde inspiration avant de les suivre. Tout dans ma vie a mené à cette confrontation. Les préparatifs stratégiques des derniers jours, les limites que j'ai établies, le réseau de soutien que j'ai cultivé, tout converge en ce moment. Mon cœur bat contre mes côtes alors que je franchis le seuil. Jacques sourit narquoisement depuis sa place à la table de conférence. Ma mère arrange ses traits en un masque de sollicitude maternelle. Mon père se tient à la tête de la table, revendiquant déjà le territoire. Annie croise mon regard alors que je ferme la porte derrière moi. Kazé a quelque chose d'important à dire, annonce-t-elle, sa voix calme mais ferme. La porte se ferme avec un déclic. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Je me tiens dans la salle de conférence de l'hôtel, le dos droit comme une poutre d'acier, regardant mon père essayer de charmer mon directeur. La salle de conférence, normalement un lieu de triomphe professionnel pour moi, est électrisée par l'attention. Charles Miller a toujours su se présenter aux étrangers. Sourire chaleureux, poignée de main ferme, regard inquiet, la façade parfaite. Nous sommes juste inquiets pour Kazé, dit mon père, sa voix portant cette note bien pratiquée de sollicitude paternelle. L'acierie ferme après 40 ans, 200 familles sans revenus. Dans des moments comme ceux-ci, la famille doit rester soudée. Le directeur Philippe hoche la tête avec sympathie, bien que je surprenne ses yeux se tourner vers moi, jaugeant ma réaction. Jacques se tient près de la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine, tandis que maman serre son sac à main sur ses genoux, les yeux baissés mais jetant occasionnellement des regards autour de la pièce. Ils se sont positionnés stratégiquement, mon père en patriarche raisonnable, ma mère en matriarche inquiète, Jacques en fils dévoué. Tante Annie se glisse par la porte, pile à l'heure avec mon déjeuner oublié, notre signal préarrangé. Elle s'assoit à côté de moi, sa main touchant brièvement la mienne sous la table. Ce simple geste me stabilise. Je comprends les préoccupations familiales, dit le directeur Phillips, mais je ne comprends pas pourquoi cela a nécessité d'interrompre Kazé pendant ses heures de travail. Mon père se penche en avant, les coudes sur la table. Notre fille a cessé de répondre à nos appels, a annulé nos services publics sans préavis. Nous craignons qu'elle ne soit trop stressée avec cette nouvelle promotion. Mon pouce accélère, mais je ne bronche pas. Il y a une semaine, cette accusation m'aurait fait plonger dans des explications confuses. Pas aujourd'hui. Peut-être devrions-nous entendre Kazé, suggère Philippe en se tournant vers moi. J'ouvre le dossier que j'ai préparé pour ce moment précis. 3 mois de documentation méthodique s'étalent devant moi. Ma gorge se serre, mais je continue. Directeur Phillips, j'aimerais expliquer pourquoi j'ai dû établir certaines limites avec ma famille. Ma voix sort plus forte que prévu. Voici des photos de mon ordinateur portable la nuit avant notre présentation d'investissement. Je fais glisser la première série de photos sur la table, l'écran brisé, le cadre tordu, la charnière cassée. Mon père a détruit cet ordinateur portable quand j'ai essayé de partager la nouvelle de ma promotion. Les mots flottent dans l'air entre nous. Ce n'était pas la première fois. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université, mes manuels ont disparu. Quand j'ai obtenu mon premier poste de direction, ma voiture a mystérieusement eu des problèmes de moteur le matin de mon premier jour. Le visage de mon père rougit. Je n'ai pas fini, dis-je, ma voix égale mais ferme, un ton que j'ai répété avec Annie pendant des semaines. Au cours des 8 dernières années, j'ai payé les charges de la maison de mes parents tout en essayant de construire ma propre carrière. J'ai fourni un soutien financier tout en recevant. Je tapote les photos, ce genre de soutien en retour. Jacques se déplace, mal à l'aise, près de la fenêtre. Maman fixe ses mains. Charles, intervient Annie, sa voix douce mais stable. Tu m'as fait la même chose quand j'ai eu cette bourse de photographie. Tu as cassé mon appareil photo la veille de la présentation de mon portfolio. Tu l'as fait à Monica quand elle voulait faire des études d'infirmière. Tu le fais à Kazé maintenant. La mâchoire de mon père se crispe. Annie, ce sont des affaires de famille. Oui, ça l'est, j'interromps, faisant glisser le document suivant. Ceci est un relevé de chaque paiement que j'ai effectué pour les dépenses du foyer de mes parents tout en finançant mes études et en construisant ma carrière. Le directeur Phillips étudie la feuille de calcul, ses sourcils se haussant légèrement. C'est un soutien substantiel, Kazé. Le dernier document, je continue en sortant un dossier manille,
contient des copies de mails de ma mère demandant de l'argent pour les factures, envoyées le jour même où mon ordinateur portable a été détruit. Je me tourne pour faire face à mes parents directement. Vous ne pouvez pas prétendre que je vous ai abandonné alors que je vous soutiens financièrement depuis des années, même après que vous ayez essayé de saboter ma carrière. La salle tombe dans le silence. La posture confiante de mon père a disparu, remplacée par une immobilité rigide. Jacques regarde par la fenêtre, évitant le contact visuel avec tout le monde. Seule ma mère croise mon regard, des larmes montant à ses yeux. Pas celles, calculées, avec lesquelles elle est arrivée, mais quelque chose de brut et d'imprévu. Le directeur Philippe s'éclaircit la gorge. M. Miller, êtes-vous conscient que détruire la propriété d'autrui est un crime? Nous pourrions porter plainte rien que pour l'incident de l'ordinateur portable. Le visage de mon père se vide de sa couleur. Ce n'est pas nécessaire, Cazet a mal compris. Je comprends parfaitement, je coupe court. Vous avez passé des années à vous assurer que j'échoue pour ne pas avoir à affronter vos propres peurs face à une économie en mutation. Vous aviez besoin que je valide vos choix en échouant à vos côtés. Mais ce n'est pas de l'amour, papa, c'est du contrôle. Le directeur Philippe se lève, sa décision visible dans sa posture. Ce comportement est totalement inacceptable dans n'importe quelle famille. Je crains de devoir vous demander à tous de quitter les lieux immédiatement. Vous ne pouvez pas simplement, commence mon père, mais Philippe continue. Toute nouvelle perturbation de mon personnel impliquera la sécurité. Cazet est l'une de nos employées les plus précieuses, et je ne tolérerai pas ce genre d'interférence dans sa vie professionnelle. Le visage de mon père se transforme, le masque de sollicitude raisonnable s'effrite, révélant la fureur étroitement contrôlée en dessous. Ses doigts se crispent en poing, puis se relâchent. Un instant terrifiant, je pense qu'il pourrait renverser la table. Mais au lieu de cela, il prend une inspiration tremblante, essayant désespérément de maintenir son sang-froid. Jacques se détourne enfin de la fenêtre. Son expression me stupéfie, le choc, comme s'il ne s'était jamais attendu à ce que des conséquences se matérialisent réellement. Comme si le schéma dans lequel nous avons vécu pendant des décennies était censé continuer sans contestation. Cazet, murmure ma mère, nous avons besoin de toi. L'aciérie ferme vraiment. Je la regarde vraiment, et je vois la femme qui a regardé en silence toutes ces années, sans jamais intervenir. Je sais, maman. Mais avoir besoin de moi ne vous donne pas le droit de détruire ce que j'ai construit. Philippe se dirige vers la porte, un signal clair que cette réunion se termine. Mon père se lève, les épaules rigides d'une rage à peine contenue. Jacques suit, l'air moins certain qu'à leur arrivée. Je serai toujours votre fille, leur dis-je alors qu'ils se préparent à partir, mais je ne serai pas votre victime. Quand vous serez prêt à me respecter, moi et mes choix, nous pourrons reparler. Mais pas avant, et jamais ici, sur mon lieu de travail. Alors qu'ils sortent, la main d'Annie retrouve la mienne. Ses yeux brillent de larmes non versées. Tu t'es défendu comme je n'ai jamais pu le faire, murmure-t-elle. Le directeur Philips regarde la porte se fermer derrière ma famille avant de se tourner vers moi. Ceux qui rabaissent les autres en révèlent plus sur eux-mêmes que sur leur cible, dit-il. Votre présentation après l'incident de l'ordinateur portable m'a montré exactement qui vous êtes, Cazet. Ceci ne fait que le confirmer. La pièce semble différente une fois qu'ils sont partis, plus légère, comme si la gravité elle-même s'était recalibrée. Je m'attendais à me sentir vidé, peut-être même affligé, mais au lieu de cela, il y a une certitude calme. Pour la première fois depuis que j'ai quitté la maison, j'ai fixé les termes de ma vie au lieu de réagir aux leurs. Ça va, demande Annie. Je considère la question attentivement. Le pont vers mon enfance brûle derrière moi, mais devant se trouve quelque chose que je n'ai jamais pleinement connu auparavant, la liberté sans culpabilité. Je pense que ça ira, je réponds en rassemblant mes documents. Pour la première fois, je pense que ça ira vraiment. Je serre plus fort ma tasse de café alors que la directrice de l'hôtel fait glisser un certificat sur son bureau poli. Employé du trimestre, brille en lettres dorées en relief sous mon nom. Le conseil d'administration a été particulièrement impressionné par la façon dont vous avez géré tout cela la semaine dernière, dit-elle en se penchant en arrière dans son fauteuil. Peu de gens pourraient livrer une présentation impeccable après une crise familiale, sans parler de gérer la confrontation avec un tel professionnalisme. Mes doigts tracent le bord du cadre. 3 semaines après la confrontation dans la salle de conférence, et je me réveille encore certains matins en m'attendant à me retrouver dans la maison de mes parents, diminué et désespéré de leur approbation.
Merci, dis-je, les mots semblant encore nouveaux dans ma bouche. Avant, j'aurais dévié, minimisé ma réussite. Maintenant, je laisse la reconnaissance s'installer, un petit poids équilibrant ceux, plus lourds, que j'ai portés. Le personnel en parle, vous savez. Pas du drame, de votre sang-froid. La façon dont vous avez tenu bon. Ses yeux se plissent au coin. Ce genre de leadership ne s'apprend pas, dehors, par sa fenêtre, des touristes se promènent le long du sentier entretenu de l'hôtel. J'aperçois un père soulevant sa fille sur ses épaules, ses petites mains agrippant son front pour l'équilibre. Quelque chose se tord en moi, mais la douleur semble lointaine maintenant, comme une vieille blessure qui ne fait mal qu'avant la pluie. Avez-vous eu de leurs nouvelles, demande-t-elle. Je secoue la tête. Ils ont quitté la ville le lendemain. Jacques a envoyé un texto une fois pour dire que l'usine avait officiellement fermé la semaine dernière. Je pose ma tasse. Je pense que c'est mieux ainsi. Ce que je ne lui dis pas, c'est à quel point je me sens plus légère. Comment j'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des années. Comment les décisions viennent plus facilement sans le poids de la désapprobation anticipée. Ce soir-là, Annie m'attend sur son Porsche, 2 verres de limonade perlant sur la petite table entre les fauteuils à bascule. Notre tradition du mardi, maintenant officiellement inscrite dans nos 2 agendas. J'ai pris le rendez-vous, lui dis-je en m'installant dans le craquement familier du fauteuil. Le thérapeute que vous m'avez recommandé avait une place la semaine prochaine. Annie hoche la tête, la satisfaction réchauffant son visage. Bien. Comprendre ces schémas aidera, Kazé. Certaines blessures ont besoin de plus que du temps. Je sirote ma limonade, acide et sucrée sur ma langue. J'ai mis à jour mes contacts d'urgence au travail aujourd'hui. J'ai mis votre nom en haut de la liste. Sa main trouve la mienne, la serre une fois. Il était temps. Nous restons assises dans un silence confortable alors que le soleil baisse, peignant ses azalées de lumière dorée. Une voiture pétarade dans la rue, et je remarque que je ne sursaute plus. Tu sais, dit Annie après un moment, la famille, ce n'est pas toujours le sang. C'est parfois qui croit en vous, je termine, et nous trinquons. 8 mois plus tard, je me tiens dans la plus grande salle de conférence de l'hôtel, regardant mon équipe disposer les chaises pour la réunion régionale de demain. La lumière du matin traverse les baies vitrées, illuminant des visages qui se tournent vers moi pour obtenir des conseils, sans crainte. Maria, pouvez-vous vérifier que la commande de restauration inclut les options végétariennes? Ma voix porte avec une autorité facile, plus de doutes, plus de demandes de permission pour diriger. Déjà confirmé, mademoiselle Miller. Elle sourit, son presse-papier contre sa poitrine, et les dossiers d'accueil sont prêts pour votre examen. Là où il y avait autrefois un bourdonnement constant d'anxiété, je trouve maintenant un rythme régulier de confiance. Mon rituel matinal s'est transformé, un journal de gratitude remplace les emails désespérés vérifiant si mes réussites étaient acceptables. 3 pages chaque matin, listant de petites victoires et des joies inattendues. Le groupe Anderson arrive à midi, dis-je à mon équipe. Assurons-nous que tout soit parfait. Parfait. Un mot que je craignais autrefois. La norme que je ne pourrais jamais atteindre. Maintenant, c'est simplement une direction, pas une destination. Après le travail, je conduis jusqu'au centre communautaire où je fais du bénévolat le week-end, enseignant la littératie financière. La session a commencé comme un moyen de combler les soirées solitaires mais a évolué en quelque chose de plus significatif, une chance d'aider les autres à éviter les dépendances qui ont piégé mes parents. Mon téléphone vibre alors que je me gare dans mon allée. Mon allée. Menant à ma maison. À 3 pâtés de maison de chez Annie. Fini les paiements mensuels soutenant des parents qui me sapent. Le relevé hypothécaire ressemble à la liberté chaque fois qu'il arrive. Le texto vient d'un numéro que je n'ai pas vu depuis des mois. Jacques. On peut se voir? J'ai besoin de te parler. Je songe à l'ignorer, puis je me souviens des mots de ma thérapeute sur l'engagement choisi par rapport à l'évitement. Je tape en retour. Café sur Elm. Demain à 16h. Jacques arrive avec 10 minutes d'avance, ses mains tripotant sa tasse en papier. 8 mois ont affiné son visage, ajouté des rides autour de ses yeux. Quand il m'aperçoit, il se redresse, l'incertitude remplaçant la suffisance dont je me souviens. Merci d'être venu, dit-il alors que je glisse sur le siège en face de lui. Qu'est-ce qui se passe, Jacques? Je garde ma voix neutre, ni hostile ni accueillante. Il fixe son café. Papa est malade. Ses poumons.
Toutes ces années à l'acierie. Sa voix s'éteint, et j'attends, le laissant combler le silence. L'ancienne moi aurait sauté pour arranger les choses, offrir de l'argent, des solutions, n'importe quoi pour gagner l'approbation. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je finalement, le pensant tout en maintenant mes limites. Jacques lève les yeux, la surprise traversant son visage. C'est tout? Pas de sermon sur le karma. Est-ce que ça aiderait quelqu'un, je demande. Quelque chose change dans son expression. J'ai commencé à travailler au garage de l'oncle Mike, offre-t-il. Je prends aussi des cours du soir. Génie mécanique. Mes sourcils se lèvent. C'est super, Jacques. Vraiment. Je voulais étudier l'archéologie quand nous étions enfants, admet-il, la voix plus basse. Je ne l'ai jamais dit à personne. Papa aurait explosé. Il fait tourner sa tasse lentement. Quand tu poursuivais tes objectifs, j'étais jaloux, mais je t'admirais aussi. J'aurais dû dire ça au lieu d'eux. Il fait un geste vague, englobant tous les mots cruels, les rires alors que mon ordinateur portable se brisait. Nous parlons pendant 1 heure. Pas de la réconciliation avec nos parents, ses ponts restent en cendres, mais de ses pas hésitants vers sa propre identité. Des possibilités. Des choix. La famille peut être celle qui te blesse le plus profondément, lui dis-je alors que nous nous levons pour partir, mais elle peut aussi changer. Et s'ils ne le font pas, demande-t-il. Alors tu construis quelque chose de nouveau. Je fais un geste vers la fenêtre, où Annie attend dans sa voiture, faisant semblant de ne pas nous regarder. Ma famille choisie, mon filet de sécurité. Jacques hoche la tête lentement. Peut-être qu'on pourrait reparler. Un de ces jours. À mes conditions, je précise. Pas les leurs. Compris. Je le regarde s'éloigner, les épaules plus droites que dans mon souvenir. Le vrai pouvoir, je réalise, réside dans le choix de vivre en accord avec soi-même. Si votre famille détruisait vos outils de carrière et essayait de vous retenir, leur pardonneriez-vous plus tard ou couperiez-vous les ponts pour de bon? Je suis encore en train de décider, mais au moins maintenant, c'est mon choix.